Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Award. Aujourd'hui, nous allons parler de Esdras et Néhémie, un jeu de Shem Phillips et de S.J. McDonald, édité par Garfield Games en VO, mais vous allez le trouver pour vous en VF via Pixie Games. Je vais presque dire comme d'habitude, vu qu'il y a un certain accord entre les deux pour les récupérations des localisations. On se trouve ici dans Jérusalem, qui a un petit peu été détruite par le cours du temps, de la vie, des guerres et tout ce qui va avec, et on a Esdras et Néhémie qui décident quelque part d'aller pour reconstruire et redonner un petit peu de sa splendeur à Jérusalem. Et on va ainsi avoir un Jérusalem dont on va voir tout autour toutes les portes et les murs qui ont été détruits actuellement, donc c'est fortement détruit, des murs détruits, des portes détruites, les portes à reconstruire sont ici, les murs à reconstruire vont être dans la pile de cartes des joueurs. On va aussi avoir ici un espace pour tout ce qui va être reconstruction du temple. On va avoir un autel pour tout ce qui est sacrifice et tout ce qui est don au niveau de Dieu. Et on va avoir une partie d'érudit, une partie d'apprentissage pour remettre un petit peu du savoir dans la zone, avec une progression ici en arbre qui va avoir lieu. On a la possibilité de tourner avec des campements qui sont autour de la ville et qui permettent de faire du commerce. Et donc on a ici des petits campements qui se trouvent là. Toutes des ressources donc, qui sont ici, qui sont des débris qui sont placés sous les portes. On va avoir au niveau des joueurs 6 petits ouvriers qui vont pouvoir être envoyés sous le jeu. On a 3 pistes ici d'offrandes spécifiques, un petit peu de pain, 3 pains, 6 sous pour chacun. Et puis des espaces ici de développement qui vont permettre de faire du commerce et tout cas-ci qu'on va pouvoir retourner. Le principe ici du jeu, c'est qu'on va jouer 3 manches représentées ici. Dans chaque manche, on va avoir 6 journées plus le sabbat. Les journées vont être passées grâce à des personnages qu'on a ici en main, qui ont des caractéristiques de drapeau et autre chose, mais on verra un petit peu dans le cours du jeu, qu'on va placer au fur et à mesure du temps. Quand on aura placé 6, on fera un espace de décompte, un espace de passage entre une manche et une autre, comme bien souvent, qui sera le sabbat. Et grâce à ça, on va recommencer une nouvelle manche. Donc on va jouer 6 fois dans chaque manche, vu qu'on va donc faire 18 coups chacun au niveau de l'ensemble du jeu. Bien sûr, toujours des petits coups bonus et tout ainsi qui ont lieu à gauche, à droite. Voilà, au niveau du placement, on va avoir au début du jeu chaque joueur qui va pouvoir se placer sur une des emplacements de coins ici, des portes de coins, celles qui sont encore debout de la ville. Ici, j'ai un plateau de jeu qui a été défini pour 3 joueurs, ce qui veut dire qu'il y aura un coin qui n'est pas utilisé et c'est un petit bonhomme blanc qui va le prendre ici. On a aussi 3 murs qui sont déjà refaits quand on est à 3 joueurs. À 4 joueurs, ce n'est pas le cas. Il y a 2 joueurs, il y a une autre mise en place un petit peu différente aussi. Alors, comment ça va se passer dans chaque tour de jeu? Chaque tour de jeu, ici, on a une petite tête de jeu qui reprend exactement toutes les phases. On va commencer par mettre une de ces 4 cartes qu'on a en main. Donc, on a 4 cartes en main ici. On va en choisir une et on va la placer sur un des 3 emplacements qui sont ici. Quand on l'aura fait, on va faire des actions en fonction de la carte qui était placée. Et puis, on va repiocher une nouvelle carte. Et donc, on va rejouer comme ça chaque tour au fur et à mesure. Et on va placer des cartes ici au fur et à mesure que le temps passe. Alors, on a 3 emplacements, on va jouer 6 fois, ce qui veut dire qu'à la fin du jeu, on va avoir mis quelque part 2 cartes sur chaque emplacement. On ne peut pas avoir un emplacement sur lequel il y en aura 3. Et ici, je les mets en décalage pour bien montrer que je les place ici dessus. Mais en fait, on les place l'une sur l'autre qui va complètement écraser la carte visible. Il n'y a aucun intérêt dans le jeu de dire, tiens, je place ma première ici et ma deuxième, je la mets directement dessus. Aucun intérêt, pourquoi? Parce qu'en fait, on va utiliser les bannières qui sont visibles ici. Et donc, si vous écrasez la bannière en dessous, vous n'en profitez pas. Tandis que si vous la mettez à côté, je vois par exemple ici, j'ai 3 bannières rouges et une 4e bannière rouge. Ce qui me fera alors 4 bannières rouges si je décide de faire l'action bannière rouge en posant ma carte. Donc, on va systématiquement les mettre côte à côte et puis après, on va décider de ce qu'on écrase au fur et à mesure du temps. Quand on aura fait ceci, on aura tout écrasé, ce sera le dernier coup et on fera la fin de manche, on fera donc le sabbat. Alors revenons à mes cartes et revenons à mes bannières. Première chose, donc je pose une carte. À chaque tour, on fera ça. En plus de poser ma carte, je peux décider éventuellement d'utiliser des petits bonhommes pour les envoyer ici en tant que négociant, un petit symbole de marchand négociant ici, ou ici en tant qu'érudit, et il y a un petit symbole d'érudit qui se trouve là. Ça, c'est une action en plus de poser ma carte. Je peux faire ça n'importe quand pendant mon tour. Je peux faire ça en posant ma carte, je peux faire ça un petit peu plus tard. Souvent, il y a un intérêt de le faire assez tôt. C'est un petit peu de pair avec poser la carte, mais parce qu'on sait déjà ce qu'on va faire derrière. Donc, je n'en pose qu'un seul à la fois et il pourra faire l'action qui est associée ici
Par exemple, ici j'ai 2 bannières rouges supplémentaires, là-bas j'ai 2 sous et un pain. Donc je vais pouvoir placer des bonhommes éventuellement en plus. Je pourrais aussi faire une action auxiliaire. Les actions auxiliaires elles sont ici, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. Ça, j'en parle tout de suite parce que c'est intéressant, parce que pouvoir dire j'ai besoin de 2 sous, j'ai besoin d'un pain, pour faire l'action que je vais faire ici, parfois c'est utile directement. Augmenter le nombre de bannières, c'est utile directement. Ces actions-ci ne sont valables que quand je les pose, c'est-à-dire que quand j'ai posé ceci pour le tour précédent, quand j'ai joué cette carte-là, au tour suivant, quand je joue cette carte-ci par exemple, qui me donnera encore 2 bannières rouges en plus, qui me ferait 5 bannières rouges sur le jeu, je ne compterai plus ces 2 bannières rouges supplémentaires. Ce n'est valable que lorsque je le pose, et tant qu'il est posé, il est bloqué, donc je ne pourrai plus l'utiliser en dehors du tour où je le pose. Donc, jouer une carte, éventuellement jouer des personnages ici et faire une action auxiliaire, c'est ce qu'on va faire pendant son tour. Jouer une carte, il y a des bannières. Ces bannières-ci, elles sont rouges, grises ou bleues. Et selon la couleur, on va faire des actions différentes. Avec les bannières rouges, ce que je vais faire, je vais aller dans la partie développement qui se trouve ici. La bannière rouge me dit, en première chose, je peux augmenter le nombre de mes lévites. Mes lévites, c'est ceci. Ce sont des personnages qui permettent qui sont dévoués au temple, qui permettent d'aller faire des actions pour le temple. Eh bien, pour augmenter mes lévites, au début, j'en ai qu'un seul. Pour en ajouter un, et je peux en ajouter que un à chaque tour, eh bien, je vais devoir payer ce qui est indiqué ici en pain. Là, ça me coûte 2 pains. Je décide de rajouter un nouveau lévite, eh bien, je paye 2 pains et je rajoute un lévite. Je le prends de mon stock, j'en ai 6 au début du jeu. Je pourrais en avoir plus que je vais récupérer ici, mais en attendant, j'en ai que 6. J'ai déjà utilisé 2 pour faire des actions supplémentaires. 2 sous et un pain, je ne les ai pas pris. Voilà. Et l'autre, c'était pour augmenter de 2 mes bannières, ce qui voudrait dire que j'ai 3 bannières, plus 2 bannières, 5 bannières. On va voir tout de suite après à quoi elles vont être utilisées. J'ai dépensé mes 2 pains, j'ai rajouté un lévite et je gagne ce qui est indiqué tout à droite. Les ressources, c'est quoi? La cendre, le noir, le bois pour le brun, la pierre pour le blanc et l'or pour le jaune. Et donc ici, je gagne tout de suite un marqueur de cendre. J'ai un marqueur de cendre, je l'ai ici. J'ai un stock limité ici possible. Et au début du jeu, je commence avec les ressources qui sont indiquées sur le coin en bas à gauche de mon plateau. Donc ici, une pierre et un bois. Voilà. Stockage de ressources limitées qui pourra être amélioré en développant mes tuiles. Chaque tuile peut être développée ici tout autour. On y viendra plus tard. Donc, j'ai été chercher ma cendre, j'avais ce que j'avais au départ et je vais continuer à jouer. J'ai mis mes lévites, c'est une action optionnelle, ce n'est pas du tout l'action bannière. Par contre, les lévites vont me permettre de faire quoi? Les lévites vont me permettre d'envoyer des ressources sur les 2 endroits qui sont liés à la bannière rouge, c'est-à-dire la construction ici du temple et les offrandes aux dieux. Qu'est-ce que ça me coûte? Eh bien, ça me coûte en bannière ce qui est indiqué 1, 2, 3, 4, 5. Et chaque lévite peut faire une seule offrande. Donc ici, j'ai 2 lévites, je peux faire 2 offrandes. Si je n'avais pas mis mon 2e lévite, je n'aurais pu faire qu'une seule offrande. Donc mes 5 bannières, je n'aurais pas pu les diviser en 3 et 2 par exemple. J'aurais pas pu faire un truc ici à 3, plus un truc ici à 1. Ici, c'est 1 ou 3. Donc, il me faut des lévites différents pour aller faire des offrandes supplémentaires. Même si j'avais les ressources, même si j'avais les bannières. Là, j'en ai 2, donc je peux éventuellement les diviser en 2. Un lévite, à la place d'aller faire une offrande, peut aussi augmenter le niveau de bannière. Donc, j'aurais très bien pu dire, à la place d'avoir 3 plus 2, ce qui me faisait 5, j'aurais pu avoir un petit peu plus, grâce à mon lévite qui est ici, qui me dit, lui, il ne va pas faire une offrande, il va augmenter ma bannière, et donc je serai à 6. C'est une manière d'augmenter ma bannière, mais c'est uniquement pour les rouges, ça ne marchera pas pour les autres couleurs. J'ai donc ici 5 bannières de lévites. Ici, je peux donc aider à la construction du temple. J'aide avec de la pierre, du bois ou de l'or. Si j'utilise de la pierre ou du bois, j'aurai un point de victoire. Si j'utilise de l'or, j'ai 2 points de victoire. Je n'ai pas d'or. Par contre, j'ai une pierre. Je peux très bien dire que je vais avoir un petit gars qui va aller pour 2 sur mes 5, mettre une pierre au temple, et donc je la mets ici. Je la mets ici, et je vais gagner ce qui se trouve là-bas au bout, à savoir une pièce. Donc je récupère une pièce supplémentaire. C'est mon premier lévite, il a envoyé pour 2 bannières. Mon 2e lévite, il reste 3 bannières. Je peux envoyer mon bois ici si j'ai envie, je toucherai un pain. Ou je peux l'envoyer ici sur les offrandes, dans le feu. On n'envoie alors que du bois et des cendres. Le bois, ça coûte 3, les cendres, ça coûte 1. Et je vais faire du feu derrière. Ça va me permettre de faire quoi? Le bois, d'avancer de 2. Mon petit marqueur de flamme qui se trouve ici. Et hop, j'avance de 2. Je passe ici au-dessus du pain et au-dessus de l'argent. Donc je peux gagner un pain et 1 sou d'argent. Voilà.
Ça, c'est mon avancée. Il y aura un intérêt ici à avancer, à être au moins devant celui-ci, c'est un minimum, mais aussi devant celui-là. Pourquoi? Parce qu'à la fin de chaque manche, l'emplacement de la flamme que je vais avoir ici va définir, selon le positionnement où je suis, ce que je vais devoir payer ou ce que je vais gagner. Et donc vous avez un positionnement par rapport à avant le noir, entre le noir et le gris, et après le gris. J'y reviendrai, mais ainsi vous avez une idée de à quoi ça sert d'avancer ici et l'importance. Deuxième utilité de cette flamme-ci, c'est qu'en cas d'égalité pour n'importe quelle raison dans le jeu, eh bien ce sera celui qui sera le plus avancé, et en cas d'égalité sur l'avancée, ce sera celui qui sera en dessous qui brisera l'égalité. Donc quand il faut donner quelque chose à l'un par rapport à l'autre, ce sera toujours grâce aux flammes qu'on va pouvoir le définir. Donc il y a un deuxième intérêt d'avancer au niveau de l'hôtel. Ici, on a vu qu'il y avait des points de victoire, on a vu les bannières à payer, on a vu qu'il y avait quelque chose à gagner sur le côté droit. Et il y a en dessous une autre information. Cette autre information, c'est quoi? Eh bien, cette zone-ci est divisée en 3 couleurs. Il y a une couleur ici, une couleur centrale et une couleur à droite. Ces 3 couleurs-là, quand il y a une couleur qui est complètement remplie, une zone qui est complètement remplie, on va avoir un facteur de déclenchement. Ici, celui qui a mis la dernière case, la dernière pierre dans la zone, la première couleur, par exemple, ou celle du milieu, qu'importe, quand une couleur est terminée, celui qui a terminé la couleur, eh bien, il va gagner 2 points. Celui qui aura le plus de lévites va gagner 2 points de victoire. Le plus de lévites ici, en cas d'égalité, je vous ai dit, c'est ça qui va départager. Celui qui a le moins de lévites va perdre un point de victoire. Ici, par exemple, rouge et jaune sont égalité. Qui va perdre 2 points de victoire? Eh bien, ce sera jaune, vu que rouge est en dessous dans le positionnement égalitaire au niveau des flammes. Et ensuite, chaque joueur va pouvoir toucher un sou par lévite qu'il aurait placé ici. Donc voilà ce qui va se passer quand on termine une zone. Il y a un petit bonus pour celui qui active la dernière case, et il y aura des pénalités ou des bonus selon le nombre de lévites éventuellement cassés par l'égalité sur l'hôtel qui se trouve ici. Voilà pour les actions de la bannière rouge. Je préciserai malgré tout un petit quelque chose tout de suite, c'est que dans le cours du jeu, on va pouvoir avoir des personnages qui vont être placés ici. Ici, on voit une bannière. Cette bannière qui est visible là-bas va aussi pouvoir compter dans le nombre de bannières que j'ai. Donc ici, j'en aurai 3, 4. J'ai placé un petit bonhomme ici, 5, 6, que j'aurais pu utiliser dans ma zone en fonction de mes lévites. Donc, n'oubliez pas qu'il y aura aussi ça qui va arriver dans le compte. J'en ai pas pour l'instant, mais dans l'ordre du jeu, ça va vraiment être des choses qui vont compter. Voilà pour les bannières rouges. Les bannières grises, je vais jouer une bannière grise par exemple ici. Ceci, j'aurai donc 2 bannières grises. À quoi ça va me servir? Donc j'oublie pas à chaque fois de repiocher une carte, chaque fois que j'ai joué une carte. Je vais avoir la possibilité de les dépenser pour tout ce qui est reconstruction des murs tout autour. Qu'est-ce que ça me coûte? Déjà, il y a 2 phases. Il y a la phase liée au déblaiement, et le déblaiement va me coûter en bannière grise selon le type de ressources que je vais vouloir enlever. Donc ici, ça me coûterait une bannière grise pour enlever un noir d'une cendre, 2 pour de la pierre ou du bois et 3 pour de l'or. J'ai que 2 bannières grises, j'ai pas de bonus actuellement. J'aurais pu envoyer un petit bonhomme ici, ce qui m'aurait fait 3 bannières grises supplémentaires. Et donc, je me retrouverai avec 5 bannières grises. Avec mes 5 bannières grises, 2 plus 3, je pourrais enlever ceci. Ça me coûterait 3, donc 2 pour la pierre, 1 pour la cendre. Et je vais libérer le déblaiement donc de ce mur-ci. Ce que je gagne quand je déblaye un mur, c'est une avancée dans la piste d'offrande de la couleur du vase qui est indiqué. Donc ici c'est jaune, j'avancerai de 1 dans la piste jaune. Dans ces pistes-ci, il peut y avoir des bonus à récolter. Ils sont récoltés quand tous les vases sont arrivés au moins à la même hauteur. Il peut y en avoir un qui est beaucoup plus haut par exemple. Quand le rouge avancerait ici, donc j'ai tous les vases qui sont au moins sous le 1 ou plus, eh bien je gagne le bonus, à savoir gagner une petite flamme qui me permettrait d'avancer ici. Ça, c'est comme ça que je vais avoir des bonus en avançant mes offrandes. Donc quand j'ai déblayé une porte, je vais récupérer l'offrande qui est associée. Si j'avais déblayé un mur, ici par exemple, il n'y a pas d'offrande associée. Donc il y a une petite différence entre les deux, entre les murs et les portes, par rapport au fait d'avoir ou pas une offrande. Donc je vais avoir cette offrande-là. Ça, je le mets dans mon stock. Après, comment je vais pouvoir reconstruire un mur ou une porte? Eh bien, il y a à chaque fois ici un prix à payer. Ici, il faut payer 4 bannières grises et disposer de ces 3 ressources-ci pour pouvoir reconstruire le mur. Donc 2 bois et une pierre. Avec 2 bois et une pierre, ce que je n'ai pas, j'aurais pu reconstruire un mur ici. Donc, dans le cours du jeu, je vais pouvoir faire une série d'actions de ce type-là. Imaginons, ça a été déblayé là-bas, j'avais déjà reçu mon offrande. Tour suivant, plus tard, je vais rejouer une nouvelle carte et je vais refaire du gris. Et imaginons que je n'avais pas utilisé à ce moment-là, je l'utilise seulement maintenant. Ça me fait donc 2 plus 1, 3 gris
plus 3, ça me fait 6 gris à utiliser, donc 6 bannières grises. Je décide d'aller faire celle-ci. Ça me coûte 2 et 2, donc 4 bannières. Je vais pouvoir récupérer ces 2 bois ici. Je les stocke là-bas. Il me reste encore un petit peu de place. Et je gagne l'avancée au niveau de mon amphore jaune. Je l'avance quand même si j'ai déjà bien avancé ici. Pour reconstruire, ça me coûte 2 bannières grises. 2 bannières grises, j'ai déjà dépensé 4, j'avais 6. Donc 3 plus 3, ça me faisait 6. J'ai dépensé 4 pour récupérer ceci. Il me reste 2. Donc je peux donc payer 2 plus un bois et une pierre que je vais rendre ici pour reconstruire le mur. Reconstruire le mur, c'est quoi? Je vais prendre les 3 premières cartes murs que j'ai ici. Je vais les retourner et je vais décider laquelle je vais utiliser. Chaque carte mur a un bonus que l'on a tout de suite quand on va l'utiliser. Donc là-bas, je gagnerai 2 pains, je gagnerai une amphore de mon choix, je gagnerai une avancée sur les tentes, je n'ai pas encore expliqué ce que c'était ici. Et à la fin du jeu, chacun me rapporte 2 points de victoire. Bon, je décide de prendre du pain. Donc je vais utiliser ma carte de pain ici pour le placer là. Elle est à ma couleur, on sait donc que c'est à moi. Je place 2 pains ici sur le côté. Des 2 autres cartes que j'ai, il y en a une que je vais remettre au-dessus de mon paquet et l'autre que je vais mettre en dessous de mon paquet. Donc il y en a une que je vais repiocher en me disant bah, elle est peut-être bien, je vais quand même l'utiliser pour plus tard. Et l'autre, elle va être replacée en dessous, je m'en débarrasse et je ne la verrai plus ici. Je vais donc reconstruire mon mur ainsi. Simplement, c'est une action, ça doit être payé. Quand je décide de faire que de la construction de mur, je ne peux pas dire je construis ici, je construis là-bas. On ne travaille que sur une case à la fois. On ne travaille pas partout. On choisit une zone et on travaille sur cette zone-là. Alors les portes, c'est globalement le même principe, sauf que je vais retirer ici. Je ne gagne pas donc de petites offrandes à avancer. Et quand je vais reconstruire, en payant 3 et ceci, je n'ai pas les ressources nécessaires, mais il faut savoir que je peux dépenser des bannières ou de l'or pour remplacer une ressource manquante de type pierre ou bois. Donc, dans mon exemple, j'avais 6 bannières grises, donc j'aurais pu faire les 3 ici, plus 3 qui remplacent une n'importe quoi, donc j'ai besoin que de payer 2 pour réussir à récupérer la porte. Et la porte, c'est pas un mur, donc c'est pas dans les cartes ici, elle se trouve ici. Là, c'est la porte de la vallée, et la porte de la vallée, elle est ici. La porte de la vallée, je vais la prendre, il y a potentiellement de l'argent dessus. On va voir comment on a l'argent qui arrive sur les portes. Cet argent-là, il sera pour moi. Je vais la placer ici et je dois placer un de mes bonhommes qui va être garde, qui va devenir un gardien, qui va rester à vie ici. Je le place, si je n'ai pas de bonhomme, je ne peux pas construire de porte. Je dois mettre un garde avec la porte. La porte, elle a un petit bonus. Le petit bonus ici, c'est quoi? C'est récupérer un bonhomme orange ou vert, c'est ceci, et le ressortir de son stockage. Donc quand je place mon garde, je gagne le bonus ici. Par exemple, je peux récupérer mon petit bonhomme gris, comme ça, et je le récupère ainsi disponible pour aller refaire l'action bonhomme ou en faire autre chose. Ici au-dessus, il y a un symbole de pain avec de l'argent. Chaque porte a un petit symbole qui se trouve au-dessus. À quoi ça sert? Eh bien, quand quelqu'un va faire une construction de mur à côté de la porte, ou de la porte à côté des murs dans l'ordre d'arrivée, ça n'a pas d'importance. Eh bien, je vais prendre, imaginons le jaune qui va jouer et qui va aussi construire, hop, il a déblayé ici et il se place là-bas. Voilà. Quand il va construire ici, eh bien les 2 joueurs, le propriétaire de la porte et le joueur qui construit à côté, vont gagner le bonus qui est indiqué ici. Donc ici, une pièce et un pain, tant pour jaune que pour le mauve. Si c'était mauve qui avait été construit, par exemple, il avait été déblayé ici, construit là-bas, hop, c'est mauve à côté de mauve, eh bien je ne gagne qu'une seule fois le bonus parce que c'est moi à côté de moi, c'est pas par construction, c'est par joueur différent qui se trouve ici. Donc le bonus éventuellement pour chacun des joueurs. Mais cet argent sur les portes, comment il arrive? Eh bien voyez-vous, quand vous jouez une carte, ici en dessous, il y a potentiellement une porte qui est mentionnée. Soit il y a une porte, soit il n'y a pas de porte. Alors on va parler de il n'y a pas de porte, la vieille porte, ce n'est pas une porte spécifique, il n'y a pas un symbole comme ceci, donc ce n'est pas une des 6 portes du jeu. La vieille porte, c'est autant de fois que je veux, je dépense un or de mon stock pour avoir 3 sous. Ça ne se joue que quand j'ai joué mon personnage. Ça fait partie des actions optionnelles du personnage, tout comme j'ai la possibilité de placer un bonhomme dans cette zone-ci et un bonhomme dans cette zone-là, je peux aller utiliser ici X fois l'action là-bas. Par contre, cette action-ci, il y a le symbole d'une porte, d'un personnage et un sou. Ça veut dire que pour utiliser le bonus de la porte de la garde, je vais d'abord devoir payer 1 sou à la porte de la garde. La porte de la garde, elle se trouve ici.
je mets 1 sou sur la porte de la garde. Si elle appartenait à un joueur parce qu'il l'avait mis en jeu, c'est ce joueur-là qui gagnera l'argent. Mais ici, ce n'est pas le cas. J'ai le choix pour 1 sou de gagner une pierre et un bois, pour 5 sous de gagner 2 pierres et un bois du stock. Donc je pourrais alors, au moment où je le pose, avant ou après avoir fait l'action, de dépenser des sous. Si j'ai peut-être beaucoup de sous mais je n'ai pas envie d'en mettre autant, je dépense 1 sou qui va à la banque, il ne va pas au joueur, ou ne va pas dans le stock là-bas, c'est uniquement la première pièce qui va dessus, et je récupère alors un bois et une pierre. Voilà, ça c'est l'action possible du l'apport de la garde. Je ne peux pas le faire plusieurs fois, je ne peux pas redépenser 1 sou vu qu'il n'y a pas le symbole infini, sinon ça n'aurait pas de sens vu qu'on va l'avoir pour 5 sous, on a un petit peu plus, mais c'est très cher la différence. Uniquement quand je la pose, je ne joue pas en jouant une autre carte. Si après je rejoue une carte ici que je dois écraser cela, je ne peux pas rejouer le bonus de l'apport de la garde. C'est uniquement quand je pose la carte que je peux le faire. J'en viens à l'action bleue. L'action bleue sont les érudits. Les érudits, je vais dépenser, donc il me faut du bleu, imaginons, hop, je joue le 3 ici, j'écrase celle-ci, je décide d'écraser celle-là, je ne peux pas les faire dans l'ordre, hein. Donc je décide d'écraser ce qui ne m'intéresse pas, j'ai 3 bleus plus 1 bleu, ça me fait 4 bleus, je vais les dépenser. Les dépenser soit en envoyant des érudits ici, soit en utilisant cette énergie-là pour faire tourner ma tente. Alors on va commencer par la tente. La tente pour 2, pour 4, pour 7 et une ressource, pour 10 et une ressource, je vais avancer de 1, 2, 3 ou 4 mon emplacement en tente. À quoi ça sert d'avancer? Imaginons que je dépense tous mes 4 pour avancer ma tente. J'ai donc 2 avancées, 1 avancée, 2 avancées et je vais gagner ce sur quoi je suis passé. Donc un rouge au niveau de la progression des offrandes et 2 pièces. Voilà. Ça, c'est ce que je vais pouvoir gagner en tournant au niveau des tentes. Si à un moment du jeu, je ne sais pas gagner un nouveau ouvrier, parce que j'ai déjà tout utilisé, parce que j'ai déjà tout vidé le stock que je peux récupérer, hein, c'est plutôt comme ça qu'il faut le dire, ou que je ne sais pas gagner un nouveau vase parce que je suis déjà au maximum, alors je ferai tourner ma tente. Et donc chaque fois qu'on a des bonus, faites tourner la tente, c'est ça qui va se passer. L'autre option, qui est la plus courante au début du jeu, après effectivement c'est peut-être plus la tente ou ça dépendra un petit peu de chaque joueur, ça va être d'envoyer des érudits ici. Alors les érudits, ils vont partir du bas vers le haut, en éventail ainsi au fur et à mesure du temps. Donc le premier qui va jouer, s'il n'y a aucun érudit dans le jeu, il va être obligé de jouer ici. Qu'est-ce que ça coûte? 3 bannières bleues, 2 sous pour le premier, 5 bannières bleues, 3 sous, 6 bannières bleues, 1 or, 7 bannières bleues, 2 or. Donc au fur et à mesure qu'on va monter, ce sera de plus en plus cher. 3 bannières bleues, 2 sous, je les ai, j'avais 4 bannières bleues dans mon jeu, la 4e ne sera pas utilisée, elle est perdue, c'est tout. Je place alors un de mes ouvriers disponibles et je vais le mettre sur un des personnages qui m'intéresse ici. Par exemple, je décide de le mettre sur Néhémie. Néhémie, il est ici. Je prends donc Néhémie que je vais récupérer comme carte directement. Immédiatement, je vais gagner une des ressources ici. Si je l'ai fait à la première manche, je gagnerai une pierre. Si je l'ai fait à la deuxième manche, je gagnerai un or et une pierre. Si je l'ai fait à la troisième manche, je gagnerai une avancée d'offrande, un or et une pierre. Je gagne mon bonus, première manche ici, une pierre, hop, je sais qu'on le stocker là-bas, et je le prends et je le mets ici au-dessus directement sur mon plateau, ce qui veut dire qu'il me donnera toujours une bannière grise jusqu'à la fin du jeu. Un autre joueur décide d'aller faire la même action, hop, imaginons c'est le jaune, il a le choix, soit il se place des 2 cases de base disponibles, soit il va profiter de Néhémie pour aller un cran plus haut en payant 5 bannières, 3 sous, il pourrait aller se mettre ici, il donnerait donc un nouveau bonus. Mais attention, il s'appuie sur moi pour construire parce qu'on ne peut construire qu'appuyer sur quelqu'un en éventail. Donc ici, quand jaune décide de faire l'action bleue, il a le choix entre les 2 cases ici ou les 2 cases là-bas. Il ne peut pas aller ni là, ni même plus haut. Donc on doit uniquement s'appuyer sur l'existant. Il pourrait se mettre ici. Il me donnera alors une pièce, donc il me paye le jaune pour que je l'ai ici, parce qu'il s'est appuyé sur moi. Rouge décide de faire quelque chose, où est-ce qu'il peut aller? Il peut toujours aller là, il peut toujours aller ici en s'appuyant sur moi, mais il peut aussi aller ici en s'appuyant sur jaune, auquel cas il devra payer à jaune et à mauve quelque chose. Le premier qui construit sur une ligne gagne le pain associé, donc le jaune ici aurait gagné le pain associé, le rouge là aurait gagné le pain associé. Ça, ces 2 lignes-ci sont des bonus constants dans le jeu. Quand je fais telle action, j'ai tel bonus. J'ai éventuellement un petit point de victoire immédiat. Et sinon, ce sont des symboles qui sont liés aux diverses actions qui vont être là.
Donc je ne vais pas les expliquer parce que ça dépend de chaque partie, vu qu'on n'a pas tout le temps les mêmes tuiles, mais on a des petits bonus. Simplement, par exemple ici, allez juste un comme ça. Quand j'avance ma tente de 2 ou plus, j'avance ma tente de 1 supplémentaire. Voilà, tout simplement. La dernière ligne va être des manières de faire des points de victoire supplémentaires. Donc quand je vais aller sur la dernière ligne avec un personnage, ça peut être moi, ça peut être quelqu'un d'autre, je placerai alors ici. Et à la fin du jeu, j'aurai les points de victoire, par exemple ici, avec chaque complète. Donc par exemple ici, chaque ligne complète d'offrande réalisée me donnerait un point de victoire. Je n'oublie pas, je dois payer un sou là-bas, pas à lui vu que c'est moi. Et je vais donc m'appuyer ainsi. Je prendrai aussi le pain si j'allais ici tout au-dessus. Voilà pour toute la partie des bannières bleues. Maintenant qu'on a vu les 3 actions principales, donc les 3 types de couleurs de bannières, revenons un petit peu aux actions optionnelles que l'on peut faire en même temps que jouer sa carte. Donc je l'ai dit, on peut placer un bonhomme ici qui va donc être un négociant qui va pouvoir faire un des bonus ici, un bonhomme ici qui est quelqu'un, un érudit qui va augmenter la valeur des bannières. On a parlé déjà des possibilités de faire commerce avec les pouvoirs en dessous de la carte que l'on a posée. Et il y a encore une autre possibilité, c'est d'améliorer les divers endroits qui sont ici. Ben oui, améliorer les endroits ici. Par exemple, on voit qu'ici, il y a 2 cases qui ne servent à rien au niveau du commerce. Pourquoi? Parce que c'est tuile-ci qui a été donnée aléatoirement à chaque joueur. Donc, elles n'ont pas toutes les mêmes valeurs, pas tous les mêmes pouvoirs. Eh bien, je peux l'améliorer. Pour améliorer une tuile, je vais payer ce qui est indiqué dans la zone grisée. Donc ici, il me faudrait 4 pierres, je ne les ai pas, mais imaginons que dans le jeu, j'ai mes 4 pierres ainsi. Eh bien, je pourrais dépenser 4 pierres avant ou après d'avoir fait l'action associée aux bannières. Donc, je pourrais déjà avoir les pierres avant ou après d'avoir joué mon action bannière. Je paye donc mes 4 pierres et je retourne ici mon petit symbole. Ça améliore peut-être, là-bas, j'ai déjà été mettre un bonhomme, ça ne change rien pour lui. Mais par contre, j'ai 2 nouvelles zones, par exemple, qui sont apparues ici, à savoir gagner un or ou gagner 3 bannières d'une couleur au choix. Et donc, ça me permettrait, après avoir fait mon action, par exemple, de retourner, d'envoyer un petit personnage ici qui me resterait pour aller chercher un or pour le toucher, pour peu que je n'ai pas déjà envoyé un bonhomme. Les bonhommes qui étaient déjà placés, donc les ouvriers qui étaient déjà envoyés, ça ne change rien, on ne les retire pas, ils se restent là-bas. C'est juste qu'ils ont profité de la valeur de base. Chaque tuile retournée à la fin vaudra 2 points de victoire. Et donc on a ça pour celui-ci, on a celui-là pour celui-là aussi qui améliorerait mes bannières, donnerait un bonus supplémentaire ici. Alors quand je retourne une tuile, que je fais cette action-ci d'améliorer une zone, j'ai aussi un petit bonus qui se trouve ici en vert. C'est ce que je gagne. Par exemple ici, quand j'ai payé mes 4 pierres, je gagnais un petit bonhomme supplémentaire. Donc ça, c'est le bonus qui va avec. Ici, j'aurais payé 3 ors et j'aurais récupéré un des bonhommes qui se trouve ici, donc un orange ou un vert, c'est bien ceci, que j'aurais pu remettre dans mon stock. Ici, en payant 7 pièces, j'aurai une avancée de tente. Et cette zone-ci, elle me sert à quoi? Maintenant, j'ai les 7 pièces ici. Je vais retourner ma tuile. Et de l'autre côté, je n'ai plus de limite de stockage qui est placée ici. J'aurai toujours 2 points de victoire. Et là, j'ai un bonus à l'action de sabbat, donc de préparation du sabbat qu'on verra après. J'aurai un bonus. Je pourrai récupérer un des petits bonhommes ici pour le sortir de mon jeu. Et maintenant, j'ai plus de limite de stockage. Je peux en placer autant que je veux. Alors, il reste 2 tuiles qu'on n'a pas encore vues ici. C'est le paysan et le manœuvre. Ces 2 bonhommes-ci vont servir à quoi? Eh bien, à la fin des 6 manches, donc quand j'aurai 2 cartes sur chaque zone, c'est pas encore mon cas ici, clac, clac, voilà. Imaginons que j'ai terminé ainsi. J'ai donc 4 cartes toujours en main, vu que j'ai récupéré au fur et à mesure des cartes, donc j'ai les 4 dernières cartes, le paquet est vide ici. Et je vais avoir des bonhommes ici qui vont arriver au niveau du sabbat. Ceux-ci, ils ne vont pas rester à ne rien faire. Ils vont soit aller ici et gagner ce qui est indiqué. Ici, c'est un pain et 2 pièces. Et je peux, autant que je veux, dépenser 2 pièces pour avoir un pain. Et je peux envoyer les deux gars ici si j'ai envie. Je n'ai pas de problème avec ça. Ou je l'envoie ici. Et là-bas, j'ai 2 ressources. Donc, tout ce que je veux sauf de l'or. Ou une ressource et 2 pièces. Ces 2 endroits-là sont donc des endroits où je vais envoyer mes petits bonhommes quand j'ai fini mes actions au moment de la préparation du sabbat. Si je tourne ceci, que je l'améliore, eh bien j'aurai quelque chose en bonus. J'aurai donc ici la possibilité d'avoir au début du sabbat toujours un pain. Et là-bas, si je le retourne, je vais avoir de meilleures ressources par bonhomme que je vais envoyer. Toujours 2 points de victoire associés. Donc, cette tuile-ci, c'est pour mes petits bonhommes. Et on arrive justement à cette fin de manche, quand j'ai tout joué. Je vais donc commencer par faire les actions de sabbat. Alors ici, on a
tout l'aide pour nous rappeler ce qu'il y a à faire au niveau du sabbat. Comme on dit, l'action se préparer pour le sabbat, c'est j'envoie mes fermiers et mes manœuvres, soit là-bas, soit là-bas. Donc je peux en envoyer plusieurs, on l'a dit. On va faire toutes les actions indiquées associées à la préparation du sabbat. Donc ceci permet de récupérer un bonhomme et du coup je peux l'envoyer aussi comme manœuvre ou comme récolteur de pain. Donc je récoltais ici 2 pains, une pièce, parce que j'ai retourné ici pour l'un et pour l'autre aussi 2 pains, une pièce. J'aurais pu encore dépenser des pièces supplémentaires pour avoir du pain supplémentaire. Et comme on est au début du sabbat, il est indiqué, hop, je reçois un pain. Donc, je suis plein de pain, mais je vais tout retourner aussi, c'est un petit peu trop facile pour moi. On va faire le jugement des prophéties. Le jugement des prophéties, c'est ceci. Selon le positionnement, comme j'ai dit, de ma flamme par rapport aux 2 prophètes. Je suis ici en tant que mauve, entre le prophète noir et le prophète gris. Ils sont chacun sur un numéro spécifique. Numéro qui était défini au début du jeu. Avec cette carte-ci, c'est une carte qui est tirée au hasard, elle est recto verso, j'aurais pu l'avoir de l'autre côté, ils auraient été à des autres emplacements. Ici, il est à 2 à 6, 2 à 6. Moi, je suis entre les deux, et entre les deux, c'est je gagne un pain. Les 2 autres joueurs, ils sont avant le noir, ils perdent un pain. Le pain est coupé. Si un joueur était par-delà le gris, il aurait gagné 2 pains. Voilà. Ça, c'est pour la première manche. À la deuxième manche, eh bien, ils vont avancer à des cases différentes. Donc, ils vont passer, lui va passer à 5 et lui va passer à 10. C'est une partie de la phase de déplacement. Et à la phase 2, il faudra donc continuer à améliorer ses flammes pour ne pas avoir à payer des pains supplémentaires. À la fin, c'est moins 6 points de victoire si on est toujours derrière le noir et il sera à 9. Et devant, c'est potentiellement 4 points de victoire si on est au-dessus. Donc tout ça va me permettre d'avoir des bonus supplémentaires. Vient ensuite le sabbat. Pour le sabbat, on va devoir payer 1 nourriture par personnage qu'on a en jeu, qu'il soit sur notre plateau ou qu'il soit ici, sauf les lévites. Donc on va décompter les lévites, donc j'en ai 2 en moins, j'en ai 1 ici, j'en ai 1 là-bas, ça fait 2, 3, 4, 5, 6. J'ai donc 6 pains à payer pour l'ensemble de mes personnages, 4, 5 et 6. Je paye mes 6 pains. Pour chaque pain que je ne sais pas payer, je perdrai 2 points de victoire. Donc j'ai intérêt à payer mes pains, effectivement, pour ne pas perdre des points de victoire. C'est pour ça qu'on commence à 10, pour potentiellement savoir reculer. Donc ça, c'est l'action qu'on vient de faire ici. On va aller s'occuper du sabbat, on va payer les pains. Ensuite, il dit qu'on va ranger un certain nombre de personnages. C'est-à-dire que sur les 6 cartes qu'on a jouées ici, on va les récupérer les 6 en main. Donc les 4 qu'on a encore, qu'on va jouer pour la prochaine manche, elles sont toujours de côté. Des 6 cartes qui sont ici, je vais en choisir une à la première manche, 2 à la deuxième, 1 à la troisième, que je vais placer ici au-dessus. Je choisis celle qui m'intéresse. Alors, imaginons que je vais prendre celle-ci. Je la place au-dessus. Pourquoi est-ce que je vais choisir celle-ci? Pour 2 choses. Potentiellement pour la bannière qui se trouve ici. Je veux avoir une bannière continue. Mais aussi pour les points de victoire que ça va me rapporter. Cette carte-ci me dit j'ai 1 point de victoire par lévite. Et donc j'ai 2 lévites. Ce qui me permettra d'avoir 2 points de victoire à cette manche-ci, mais à la manche suivante aussi, et à la manche suivante aussi. Donc toutes les cartes que j'ai ici, à chaque fois qu'on va faire un décompte des points de victoire, eh bien on va compter toutes les cartes qui sont ici vont rapporter des points de victoire. Donc je vais jouer cette carte aussi bien pour les points de victoire que je vais gagner que pour la bannière que j'ai envie de placer ici. Donc première manche, je place une carte, deuxième manche, j'en place 2, troisième manche, j'en place encore une. Ça, c'est toute la préparation du sabbat. Donc vient ensuite ce qu'il y a après le sabbat, c'est-à-dire on va déplacer les prophètes comme indiqué ici, comme j'ai déjà fait en 5 et en 10. Le premier joueur qui a le scophare ici va être déplacé au voisin de gauche. On va récupérer tous les personnages qu'on a sur son plateau, pas ceux qui sont ici. Ceux qui sont ici, ils restent pour toujours au-dessus sur le plateau de jeu. Pas oublier qu'il faut les compter quand il faudra payer les pains à chaque manche. On va ensuite avoir pour le joueur qui est le premier sur les flammes, donc sur l'autel, ici c'est le jaune, gagner un nouveau personnage, un nouvel ouvrier. À la première manche, à la deuxième manche, ce sera ça aussi. À la troisième manche, ce sera 3 points de victoire pour celui qui sera le plus avancé. On mélange ensuite les cartes qu'on a récupérées qui n'ont pas été placées ici au-dessus. On en fait une nouvelle pioche. À la fin de la deuxième manche un petit peu spéciale, vu qu'on aura joué ces cartes, on en aura donc joué 6 ici. Il ne restera que 3 en main. Donc après avoir choisi 2 cartes qui vont être placées ici au-dessus, vu que ça c'est 2 cartes à la fin de la deuxième manche. Imaginons j'ai 2 cartes ici. On compte les points de victoire associés. Les cartes restantes, on les mélange. On n'a que 3 cartes en main, on est donc obligé de prendre une 4e carte, donc on repartira ainsi. Et on jouera ainsi encore toutes ces cartes, et au final du jeu, il vous restera une carte seule en main, qui est une carte seule qui pourrait être utilisée pour un des objectifs qui n'est pas ici, qui est de scorer la carte qui reste. Donc c'est une possibilité
au niveau des actions de jeu. On fait donc 3 manches, chaque fois avec un sabbat, et puis on arrive à la fin du jeu. À la fin du jeu, on va avoir le décompte final. On va transformer les ressources restantes en argent. L'or c'est 3 sous, le bois, la pierre, le pain c'est 2 sous, la cendre c'est 1 sou. 5 sous fait 1 point de victoire, ce qu'on a indiqué ici. On va faire 2 points de victoire par tuile retournée, donc ici j'en ai 4 retournées, ça ferait 8 points de victoire. Il y a 3 points de victoire si on est le premier sur la piste hôtel. Alors si on arrive ici sur la piste hôtel et qu'on continue à avancer, on a chaque fois 1 sou chaque fois qu'on veut avancer et qu'on ne sait pas avancer. On a les points de victoire de toutes les cartes qu'on a placées ici sur le jeu, donc que ce soit les portes ou les murs, il y a des petits points de victoire qui sont indiqués en dessous. Et on va avoir les points de victoire liés aux scribes qui sont placés sur les parchemins. Donc ici, c'est 1 point de victoire, là-bas c'est 2 points de victoire, 3 points de victoire et 4 points de victoire par scribe qu'on aurait placé là au-dessus. En cas d'égalité, c'est celui qui est le plus haut sur la piste hôtel qui a gagné, vu que ça casse les égalités, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà, c'est tout, les règles ne sont pas très compliquées, tout est placé sur votre aide de jeu, donc on a vraiment les différentes étapes. En fait, on va juste placer un personnage, activer une couleur de bannière, on va cumuler un petit peu ces actions-là, potentiellement retourner des tuiles, placer des personnages ou activer les actions de commerce qui se trouvent en dessous sur la carte qu'on va jouer. Donc on va réfléchir à une série de choses dans l'ordre dans lequel on va les placer, on va se développer et ça se construit bien, même à 3 joueurs, on arrive à une belle construction au niveau de tout ce qui est mur et porte autour du jeu. Pas oublier que faire une porte va permettre d'avoir de l'argent qui va rentrer, très utile parce qu'au final il y a plein d'actions qui sont intéressantes dans les actions ici. On va dépenser de l'argent ou gagner de l'argent avec des modifications sur nos cartes. Donc on choisit les cartes pour aller mettre les points de victoire là-dessus. Il y a plein de réflexions derrière et en fait le jeu est très agréable. Très agréable. On est dans l'expert léger, vraiment plutôt pour moi du connaisseur, un bon connaisseur, un poste d'ouvrier. Donc vraiment très chouette à jouer. Pour moi c'est une belle réussite encore une fois. Je trouve que Shem Phillips et J. McDonald font quand même des chouettes jeux et ils en sortent beaucoup pour d'une bonne qualité tous les ans. Donc c'est assez bien fait, belle réussite. Après des couleurs un petit peu marron, mais c'est un petit peu le style de l'autre gamme quand c'est pas le nord, le sud, l'est et l'ouest. C'est un petit peu toujours le même type de couleur qu'ils utilisent derrière, mais c'est très bien fait. Pour moi c'est une belle petite réussite, très agréable à jouer en famille, niveau connaisseur. Donc je repartirai vraiment sur plusieurs parties derrière. Des choses différentes, vraiment des manières différentes, des points de victoire, des bonus qu'on va avoir au fur et à mesure des actions. Donc on va essayer de s'appuyer sur ces bonus. Pas oublier qu'on place des personnages ici, on ne les a plus. Et parfois c'est embêtant parce qu'on veut aller les mettre ici, on a besoin de les mettre sur les portes. Il faudra aller faire des actions pas toujours très courantes pour aller récupérer des personnages supplémentaires. Avoir une belle machine pour avoir du pain, c'est important parce qu'il faudra payer nos personnages. Plus vous avez des personnages ici, plus vous devez payer au niveau des pains. Mettre des lévites ici, c'est aussi très intéressant. Très difficile à construire, alors qu'ici, c'est beaucoup plus fort et on a beaucoup plus tendance à aller sur l'autel que sur la reconstruction du temple ici, parce que ça casse les égalités, parce que ça vous donne des bonus, parce que quand vous avancez, vous avez des bonus immédiats, que les bonus potentiels ici de points de victoire, c'est un petit peu faible par rapport à l'énergie et l'action qu'on va faire. Évidemment, le fait de mettre des cubes ici va rapporter des points de victoire aussi. C'est pas totalement négligeable, mais c'est de l'énergie qu'on a souvent tendance à plutôt mettre ici pour aller chercher ces bonus de pain, ces bonus de points de victoire, ou ne pas simplement avoir les malus qui vont associer. Donc pour moi, voilà, très chouette jeu que je ne peux que vous conseiller. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce bleu, vous vous abonnez. Pour le reste, c'est à vous de jouer. Bon jeu!